Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un mensuel, puisqu'il augure d'une série d'événements, de rencontres, de retrouvailles, soirée qui s'inscrit dans le lendemain de cette ouverture d'exposition très intense que nous avons eue hier de Paris Noir, dont le vernissage avait lieu hier soir. Nous avons réuni ce soir cette assemblée et je suis très honorée et pleine de gratitude et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour évoquer un certain nombre d'enjeux, de questions liées à cette exposition Paris Noir. Alors bien sûr, l'exposition est très dense et on ne pourra pas ce soir être totalement exhaustive, mais nous allons pouvoir vous donner un certain nombre de partages, de clés, d'éléments historiques, de généalogie, d'horizons aussi, couvre Paris Noir. Je vais commencer par présenter Alicia et peut-être déjà me présenter aussi également. Je m'appelle Eva Barrois de Cavel, je suis conservatrice ici au musée au service de la création contemporaine et prospective et commissaire associée à l'exposition Paris Noir. Je vais présenter Alicia, à qui je passerai la parole tout de suite pour nous dire quelques mots sur la genèse de cette exposition. Et puis, au cours de la soirée, je présenterai les uns et les autres, les unes et les autres, et on rentrera dans le détail de vos pratiques, de vos parcours extrêmement denses, qui nous inspirent et qu'on souhaite partager ce soir. Alors, Alicia, tu es chef de service, ma chère chef de service du service de la création contemporaine et prospective, conservatrice. Tu développes au centre depuis déjà de longues années une histoire transnationale de l'art. Et tu travailles plus particulièrement sur l'art moderne et contemporain africain et d'Europe centrale, tant au niveau des acquisitions, et Paris Noir est vraiment un exemple éloquent de ce travail, de cette campagne d'acquisition que tu mènes. Tu travailles aussi à des expositions, vous avez pu voir au centre des expositions d'Alutia, je peux citer Ernest Mancoba, en 2019, mais aussi Chine-Afrique ou Global Résistance. Et tu travailles également à explorer d'autres formats d'exposition à travers des projets vivants et prospectifs qui viennent interroger le musée de demain. Muséum On-Off en était un bon exemple en 2016. Tu t'intéresses évidemment, je dirais, à la visibilité des femmes artistes. C'est présent dans ton travail à tous les niveaux. Tu as été également commissaire du pavillon albanais de la 58e Biennale de Venise. Voilà, pour te donner quelques clés. Je te passe la parole tout de suite pour que tu reviennes effectivement sur la genèse de cette exposition sur laquelle tu travailles de longues années et puis nous dire quelques mots, oui, sur ce que sont les grandes lignes, les grands enjeux de Paris Noir. Merci beaucoup Eva, merci d'être là avec nous ce soir, merci à vous, à votre présence. C'était un grand moment pour nous de pouvoir réunir effectivement cette histoire qui est une histoire transcontinentale, qui est une histoire en même temps fondamentalement parisienne, et de pouvoir créer ces constellations et ces collisions que l'exposition tente de capter dans une dimension, je dirais, qui est cartographique, qui évidemment n'est pas là pour être un point final, même si effectivement c'est la dernière exposition du Centre Pompidou et que ça compte surtout parce que les galeries permanentes du musée sont fermées et que donc les derniers visiteurs du Centre Pompidou vont tous venir voir Paris Noir, et y compris les scolaires, donc ça c'est évidemment très, très important. Mais c'est effectivement une exposition qu'on a voulu comme un envoi pour pouvoir aussi ouvrir sur beaucoup de pistes pour l'institution demain, dans la perspective de la réouverture du musée dans quelques années. C'est vraiment une exposition qui s'inscrit dans un travail qui a effectivement été commencé, comme l'a indiqué Eva, notamment à travers un programme d'acquisition important, et les amis du Centre Pompidou ont joué un rôle important dans cette histoire, puisque le groupe Afrique a été créé en 2018 et nous a permis de commencer à rattraper une histoire de l'art qui n'était tout simplement, enfin, une et des histoires de l'art, puisque l'exposition prend pour cadre un cadre intellectuel, politique et culturel qui est celui de l'Atlantique noir, et donc qui
qui nous permet de faire avancer cette pédagogie aussi sur comment sortir la question de l'Afrique aussi d'une géographie stricte et de la prendre à partir plutôt de questions post-coloniales et d'un moment aussi d'un renversement politique et culturel que l'exposition essaye de mettre en lumière. Et en amont de cette exposition, on a pu créer un fonds d'acquisition dédié à l'exposition qui nous permet d'ouvrir cet effort, là aussi, dans cette dimension transnationale forte. Et on a pu acquérir, dans ce cadre, des œuvres plutôt ultramarines. Il y avait aussi une grosse urgence pour nous, au sein des collections françaises et d'une collection nationale comme le Centre Pompidou, de faire entrer des œuvres ultramarines qui n'ont jamais été acquises par l'institution. Et aussi, tout simplement pour des raisons pragmatiques, parce que, comme vous le savez peut-être, il est très difficile en fait de faire venir des œuvres des Outre-mer français. Et donc l'exposition, qui a été quand même aussi un grand défi, voilà, non seulement historiographique, mais aussi matériel, nous a permis de faire venir des œuvres de Guyane, de Martinique, et on profite aussi de cette opportunité pour acquérir ces œuvres et les faire rentrer en collection. On a aussi mis particulièrement l'accent sur certaines acquisitions africaines-américaines qui nous semblaient des lacunes très importantes, assez spectaculaires, et pour lesquelles les amis nous ont permis d'avancer. Donc je dirais qu'il y a l'exposition se pose vraiment dans ce temps long de l'institution. C'est vrai que on pense souvent les expositions comme voilà, des moments, des temps forts, et c'est des événements importants, mais c'est vrai que c'est ce qui nous singularise quand on est un musée de la question du centre d'art, c'est qu'on est là effectivement pour faire dialoguer une grande histoire de l'art, une histoire de l'art en plus qui, dans les collections françaises, est une histoire éternelle puisque les œuvres rentrent dans nos collections pour toujours, et de travailler effectivement à ces moments de mise en lumière. Et c'est vrai que c'est un effort, enfin en tout cas moi ça a été une grande motivation pour moi de travailler à relier cette dynamique patrimoniale et cette dimension d'exposition. L'exposition Paris Noir donc, essaye de retracer, comme je le disais, un moment particulier de l'histoire du monde qui a eu un écho complètement exceptionnel à Paris, et qui est un moment en fait qu'on arrive très peu à raconter dans les institutions françaises, qui est effectivement ce moment d'intersection à Paris de grands intellectuels et de grandes figures aussi de l'émancipation du monde à la fin des années 40, où on voit effectivement l'arrivée et qui prépare le retournement postcolonial. Et on voit l'arrivée concomitante de James Baldwin qui fuit la ségrégation aux États-Unis, l'arrivée d'Édouard Glissant, et puis bien sûr ce mouvement de la négritude autour de la maison d'édition et bientôt librairie Présence africaine s'institutionnaliser et trouver une forme concrète autour de cette librairie, et surtout d'un événement fondateur, et que vous trouverez dans l'exposition comme un moment, enfin je dirais un moment d'accueil très fort, qui est vraiment la librairie Présence africaine et le congrès des artistes et écrivains noirs de 1956, et qui pose vraiment Paris comme une sorte de capitale internationale noire où se pense l'ensemble de ces solidarités, et de ces solidarités qui dépassent d'emblée la question, bien sûr, la question francophone. Et c'est vrai que c'est très frappant dans l'exposition, puisqu'autour de Présence africaine, on voit tout de suite arriver des artistes qui ne sont pas forcément issus des géographies coloniales françaises, comme Gérard Sekoto, qui fait l'affiche et la couverture du catalogue de l'exposition, et dont Christine Eyéné va nous parler un peu plus tard, ou l'artiste afro-brésilien Wilson Tiberio, avec qui Sekoto devient très proche. Donc, ce qui est juste une manière de dire qu'effectivement, on n'est pas du tout dans une géographie qui est celle de la géographie seulement coloniale française, mais vraiment dans une géographie monde,
Et c'est effectivement aussi la gageure et le défi qu'a été cette exposition, d'aller essayer par moments donc de mettre ensemble des solidarités qui se sont effectivement passées comme autour de présence, et parfois de pouvoir aussi mettre ensemble des artistes qui ne se sont pas forcément connus mais qui ont travaillé à des iconographies qui sont proches. Et c'est là le dernier défi que cette exposition pose dans sa dimension cartographique et d'inscription dans un temps long de l'institution. C'est aussi qu'effectivement, dans sa dimension de programme, l'exposition est là pour en fait inspirer beaucoup de chercheurs, beaucoup d'universitaires, notamment en France, à venir articuler cette histoire et à venir aussi travailler à l'écrire. Parce qu'aujourd'hui, la recherche qui a été produite autour de ces artistes existe surtout dans le monde anglo-saxon. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension transnationale de collision des géographies entre l'Afrique et les Amériques, la Caraïbe, les États-Unis, un peu d'Amérique du Sud, et aussi une génération d'artistes afrodescendants nés en France, puisque l'exposition traverse cette période, cette épopée des décolonisations depuis les années anticoloniales, années 50, qui préparent les indépendances sur le continent, jusqu'à la chute du régime de l'apartheid au tournant des années 90, doit vraiment être pensée dans sa dimension transnationale. Et c'est une histoire qui aujourd'hui reste à écrire. Sans parler aussi de la dimension programmatique que Florence Alexis aussi répète souvent, c'est qu'effectivement c'est des trajectoires d'artistes. Parfois vous voyez une œuvre qui vient en fait raconter des trajectoires qui sont polyvalentes. C'est des artistes qui sont souvent des poètes, des philosophes, qui sont souvent des éducateurs, qui ont souvent été des professeurs, donc qui portent avec eux des communautés entières d'artistes, parfois dans une géographie spécifique, parfois dans des géographies croisées. Et en même temps, c'est aussi des artistes qui ont été extrêmement mobiles. Et cet espace que vous voyez, on a voulu... je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que c'est un projet titanesque et l'ambition n'est pas de le couvrir entièrement, mais c'est pour vous donner un petit peu des outils de la construction un peu de ce projet. Cette matrice que vous voyez au centre, ce cercle central, qui est une manière d'évoquer le tout-monde d'Édouard Glissant et l'espace Caraïbe, cet espace de traduction culturelle qu'on peut aussi appliquer à l'espace parisien dans la dimension relationnelle qu'il a su créer, puisque à Paris, les artistes se sont beaucoup rencontrés dans des lieux physiques, mais aussi dans des espaces de relations, dans des espaces de débat, dans des espaces de pensée politique, parfois aussi révolutionnaires. Cette dimension relationnelle est importante, mais cet espace central nous raconte aussi et porte évidemment cet imaginaire mémoriel de la traversée, évidemment de l'histoire de l'esclavage, mais qui est une manière aussi de parler de cet extrême dynamisme en fait de ces trajectoires d'artistes qui souvent sont venus à Paris, repartis et ont traversé toutes ces géographies très souvent de manière dans un dynamisme et qui ne s'est finalement jamais arrêté. Donc peut-être pour finir de poser le grand cadre, l'exposition et le parcours est un parcours chronologique qui vient alterner des moments qui essayent de capter ces grands moments de solidarité panafricaine, et on a ça notamment dans cette première grande salle autour de présence dont j'ai beaucoup parlé. Dans un autre moment fort, c'est aussi le moment panafricain où Paris devient un espace de transit avec Dakar et Lagos, et où finalement ce congrès de 56 se projette sur le continent en 66, 10 ans plus tard, puis à Alger 3 ans plus tard, dans un moment de basculement révolutionnaire d'un point de vue politique, et des moments aussi où on voit des artistes travailler les grands mouvements internationaux qui ont cours à Paris et venir s'inscrire dans la grande histoire de l'art avec les outils de la modernité, venir redéfinir le surréalisme avec notamment dans le début du parcours, vous verrez Wilfredo Lam qui devient le centre d'une nouvelle constellation d'artistes afro-atlantiques, à la fois venus parfois d'Éthiopie, de Cuba, du Brésil, d'Afrique du Sud. Voilà, toutes ces géographies encore se rencontrent. Et aussi, beaucoup d'artistes viennent redéfinir l'abstraction à Paris. Alors c'est une dominante plutôt américaine, parce qu'évidemment, les artistes africains-américains qui arrivent à Paris dans
les années 50, c'est un besoin très fort aussi de pouvoir se positionner dans ce grand mouvement américain qu'il considère comme un mouvement noir issu du jazz. Donc c'est un aspect important, mais on voit aussi des artistes comme la pionnière Luce Surnier, artiste haïtienne, qui se lance dans l'abstraction à Paris dès les années 60, venir vraiment aussi très largement redéfinir ces tendances abstraites à Paris, à la fois dans leur dimension constructive, dans leur dimension expressionniste. Et puis évidemment, on voit aussi toute une histoire de formes syncrétiques, je dirais, se déployer à travers tout le parcours. Et bien sûr, des temps forts politiques qui viennent poser à la fois les années anticoloniales, les années révolutionnaires, où on trouve à Paris dans les années 60 des échos de la lutte pour les droits civiques, des échos de mai 68 qui d'ailleurs viennent plutôt nous parler d'un épisode assez tabou dans l'histoire française qui est mai 67 en Guadeloupe, qui est un moment d'émeute indépendantiste qui a été largement réprimé par l'État français. Et puis bien sûr la lutte antiraciste et anti-apartheid qui continue à avoir cours dans les années 70 et 80. Donc c'est vraiment une histoire polyphonique, comme vous le comprenez, avec une histoire politique très forte qui vient s'adosser à un récit d'histoire de l'art absolument exceptionnel, puisqu'on donne à voir des œuvres qui ont souvent jamais été vues en France. Et c'est vraiment les artistes qui nous portent dans cette histoire, qui nous guident les uns vers les autres. Dans une histoire qui n'a pas été écrite, en fait, on s'est retrouvés beaucoup, et Barbara Prezo-Stevenson a joué un rôle important dans cette histoire aussi, de la manière dont les artistes aussi ont joué un rôle d'ambassadeurs culturels, presque de commissaires. Vous êtes aussi observés, soutenus les uns les autres, parfois collectionnés les uns les autres. On voit par exemple dans l'exposition des œuvres qui est possédée par l'artiste et cinéaste Sarah Maldoror, d'un artiste angolais, Vitex, qui a étudié à Paris, qui a écrit une thèse à Paris. Donc c'est aussi important de bien rappeler ce rôle central des artistes dans une dimension vraiment bien au-delà de la création artistique, mais à travers des œuvres exceptionnelles qui nous portent vraiment dans cette histoire. Voilà, pour un résumé très bref de toutes ces considérations très complexes. Merci beaucoup Alicia, et pendant qu'on t'écoutait, on avait fait le choix de vous projeter le plan de l'exposition, bien consciente que vous n'en lirez pas les détails, mais encore une fois pour cette densité d'une part, et aussi pour effectivement la perception de ce cercle central et de la cartographie qu'on a essayé de mettre en œuvre avec cette exposition. Je poursuis, Alicia, tu l'as annoncé, avec Florence Alexis, qui est donc l'une de nos conseillères scientifiques. On doit beaucoup au dialogue qu'on a pu nouer avec nos conseillers et conseillères scientifiques, qui ont été essentiels dans l'élaboration de l'exposition. Florence, je vais commencer par te présenter. C'est un parcours inénarrable, mais je m'y attelle malgré tout. Florence... Oui, c'est pour ça, c'est une façon de m'excuser. Voilà. Tu es ingénieur culturel, archiviste, commissaire dans le champ des arts visuels, commissaire d'exposition. Tu es la fille de l'écrivain et leader haïtien Jacques-Stéphane Alexis. Tu as produit, réalisé des expositions fameuses, Haïti 500 ans d'histoire, Rencontre africaine, ou La bataille de Little Big Horn, qui était cette exposition d'Ousmane Sow sur le pont des Arts, qui, je crois, est connue d'un certain nombre d'entre vous. Tu as été commissaire général art visuel du Festival mondial des arts nègres à Dakar en 2010. Tu as conçu et organisé la vente publique Africa Scène 1, un moment vraiment très important, on va y revenir. C'était en 2010. Tu as piloté le concours international du Mémorial permanent de l'esclavage des Nations Unies pour l'UNESCO en 2012, déployé des programmes du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage,
loi Taubira 2001, avec les expositions annuelles qui ont suivi, les commémorations du 10 mai en 2014, en 2017 qui se poursuivent. Encore énormément de choses, mais peut-être sur l'aspect commissariat, une dernière exposition que je souhaite mentionner, notamment parce qu'une œuvre de Barbara Presos-Stephenson était présente dans cette exposition, qui est une œuvre que vous retrouvez dans Paris Noir, et on y reviendra, qui était Oser la liberté, figure des combats contre l'esclavage, au Panthéon en 2023-2024. Florence, quand on a préparé cette discussion, on est longuement revenu sur effectivement la généalogie, ce qui a pavé aussi le chemin vers des projets, vers la possibilité de mener à bien des projets comme celui de Paris Noir. Et on sait aussi, et ce soir c'est une chose importante à rappeler, les difficultés qui ont été celles que vous avez connues avant nous, celles que voilà, nous-mêmes on a connues aujourd'hui, mais effectivement je crois que malgré tout il est vraiment important de dire que des pierres ont été posées qui nous permettent aussi de faire le travail qu'on fait aujourd'hui. J'ai choisi tout de même une image à ton sujet ce soir, voilà, qui est celle-ci. Et avant que tu prennes la parole, ce que tu m'as dit à ce sujet, c'était que Africa Scène 1, donc cette vente, avait été un point de bascule en France pour la reconnaissance et la visibilité des modernistes africains et caribéens. Donc peut-être c'est une entrée pour ta prise de parole, voilà. Il y en a 1000. Hein. Il y en aurait 1000, mais oui, il voilà, faut bien en choisir une, mais c'est une bonne celle-ci. entrée. Je suis ravie que tu la mentionnes comme ça. Ben, on va commencer par une anecdote sur cette première grande vente publique que nous avons montée, mon ami Jean-Philippe Aka et moi-même avec Arcurial. Et vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, ça a été l'objet d'un conflit. Puisque nous avions en couverture une très belle aquarelle de Barthélemy Togo, puisque notre projet c'était de montrer la jonction entre les générations, donc des modernistes aux contemporains. Et au moment où on le faisait, et dans tout le parcours que tu as raconté précédemment, je m'étais surtout centré sur la création contemporaine qui était totalement invisible dans les années 90 quand nous avons commencé. Et l'aquarelle de Barthélemy Togo nous permettait de faire ce lien. Et la couverture a été changée contre notre volonté, contre notre avis, pour une œuvre pour laquelle je n'ai absolument aucun problème, sinon qu'elle ne reflète absolument pas le projet, disons, l'aventure qui était. Mais c'est vrai que c'est un point de bascule, c'est bien que tu le dises, parce que je pense que, sans prétention aucune, je pense que l'attention, en tout cas en France, sur la génération des modernistes que vous mettez en valeur dans cette exposition de Paris Noir, c'est vraiment là qu'en France, les gens vont découvrir et vont réaliser, y compris des gens d'ailleurs qui sont sur le marché de l'art, qui possédaient des pièces eux-mêmes, qui ne les avaient jamais montrées, parce qu'eux-mêmes n'en avaient même pas, ils n'y attachaient pas une valeur qu'on commence à mesurer quand on visite le Paris Noir aujourd'hui. Donc c'est effectivement une bonne entrée en matière. Moi, je vais pas m'attarder dans un premier temps trop longtemps, je reviendrai, j'imagine, une ou deux fois encore, mais moi, ce que je voulais, à travers la façon dont je veux saluer votre travail, donc le travail accompli par Alicia et par toute son équipe, dont toi, Eva, c'est que, il me semble, d'abord, on partage l'expérience de la difficulté. Nous sommes sur des sujets qui sont extrêmement polémiques, difficiles. Nous sommes sur des angles morts de l'histoire de l'art et nous sommes dans un combat. Donc pour nous, pour des gens de ma génération, c'est rassurant de voir que le combat se poursuit et on est encore là. Donc si on peut vous prêter main forte, on est content de pouvoir le faire. Mais c'est un combat, et si on ne le voit pas comme un combat, on va à l'échec. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est pour être pertinent avec le champ culturel, et quand je parle de champ culturel, je pense évidemment à l'espace culturel africain, qui est un très grand espace, qui transcende évidemment sa géographie, qui transcende les océans, et qui s'étale sur à la fois l'Europe, l'Afrique et les Amériques, sud et nord. Il est important aussi parfois de se référer à la culture dont tout cela procède. Et pour s'y référer, la meilleure manière, c'est de faire revivre un certain nombre de figures qui ne sont plus là pour voir cette exposition aujourd'hui. Mais en Afrique,
on commence par saluer les ancêtres. Donc moi, c'est peut-être la chose que je voudrais commencer par faire. Ici, maintenant, c'est rappeler que ces gens qui sont présentés dans l'exposition, certains qui n'ont pas pu, pour des raisons le plus souvent techniques, et parce que c'est quelquefois compliqué de repérer les œuvres, de les faire venir, Alicia l'a dit, mais qui permettent à cette exposition d'exister aujourd'hui, et qui du même coup ont, par leur travail, souvent dans l'hostilité et l'épreuve, ils ont façonné un autre récit que celui que nous livre peut-être encore quelquefois aujourd'hui l'histoire de l'art au XXe siècle. Et donc des pans entiers que vous allez découvrir ou que vous avez déjà découvert dans l'exposition, mais je pense qu'il y a largement de quoi faire. Donc pour revenir plusieurs fois, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment de la matière. Et donc des pans entiers étaient exclus. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans Paris Noir et dans le travail que nous avons accompli, on va dire, ces 20-30 dernières années. Et si on ne cite pas ces gens, et j'aurai l'occasion un peu plus tard de citer quelques noms importants, c'est comme si on se considérait ou on s'entêtait à se tenir quitte de contributions capitales. Voilà, c'est ça que je veux dire pour commencer, parce que ce qui se trouve là dans l'exposition de Paris Noir, c'est à la fois des racines maîtresses et ce sont également des attaches. J'irais jusqu'à dire qu'il est presque impossible de comprendre la création contemporaine aujourd'hui si on ne voit pas le travail de ces artistes. Parce qu'il y a un continuum. Donc les artistes contemporains sont présentés et ont été présentés dans les décennies précédentes comme une forme de génération spontanée. Et moi, toute ma carrière, j'ai essayé de faire comprendre qu'ils ne sortaient pas out of the blue, comme disent les Américains. Ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont des aînés, ils ont des prédécesseurs, ils ont des avant-gardes, comme tous les mouvements artistiques. Et l'Afrique en a été privée. Donc je pense que c'est ça qui est important à dire à ce stade-là. Donc des racines maîtresses, des attaches, qui, si elles sont éludées, continuent à rester dans un angle mort de l'histoire de l'art. Et que Paris Noir donc s'attache à éclairer. Alors je souscris à cette idée que Paris Noir n'est qu'un début. Voilà, et tu le sais, vous le savez, je l'appelle de mes voeux notamment un travail, et ça je pense que les artistes me suivront sur ce terrain, d'exposition personnelle, d'exposition monographique, où là on va pouvoir approfondir des parcours artistiques comme celui de mon ami Tony Ramos, qui lui va vraiment balayer une période et à travers même différentes techniques qu'il va adopter, balaye pratiquement un demi-siècle de création, et c'est en ça que ça devient vraiment intéressant d'approfondir l'aventure. Donc voilà, moi, plutôt que de rattrapage, tu as parlé de rattraper, je parlerai de réparer. Merci beaucoup, Florence. Je poursuis avec Christine. Chère docteur Christine Eyéné, merci à toi aussi d'être avec nous ce soir et pour le dialogue qu'on a noué. Je te présente également, mais vous dire déjà que Christine va aussi nous parler ce soir d'un artiste qui est très présent là dans Paris Noir, Gérard Sekoto, notamment puisqu'il est le visage de l'exposition avec son autoportrait de 47 qu'on a le plaisir de contempler là sous tout un tas de supports et qui nous a accompagnés profondément, hein, ce regard qui d'ailleurs a suscité beaucoup de commentaires quand on a choisi ce visuel, mais nous on est dans ce face-à-face là depuis plusieurs mois et je suis ravie que ce soir tu puisses aussi revenir sur Gérard. D'ailleurs je vais te laisser ce petit objet qui te permettra de diffuser tes images. Mais avant cela, je te présente Christine. Donc, tu es historienne de l'art et commissaire d'exposition, titulaire d'un doctorat en histoire de l'art. Tes recherches universitaires portaient notamment sur les artistes sud-africains exilés en Europe pendant l'apartheid.
Tu es maître de conférences en art contemporain, co-directrice d'un laboratoire de recherche sur l'exposition à Liverpool, curatrice recherche à la Tate Liverpool. Tu as travaillé de 2012 à 2022 comme chercheuse, notamment avec l'artiste Lubaina Himid, qu'on aime beaucoup. Tu as une actualité d'exposition aussi importante, avec une exposition à la Tate Liverpool, The Plants That Stole Away, et une autre à la ERL Gallery à Liverpool, What the Mountain Has Seen. Et en tant que qu'autrice, tu écris aussi beaucoup. Tu as contribué à différents ouvrages, notamment sur les artistes Tracy Rose, sur Lubaina Himid, à l'ouvrage Cosmogonie autour de la collection Saint-Zou, aussi une exposition qui était présentée au MoCo à Montpellier. Tu as rejoint en 2024 le conseil artistique de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Et en plus de faire partie de notre comité scientifique, tu vas présenter un écho à Paris Noir, et on est aussi très très heureuse de ces échos dans toute la ville qu'on a mis en place avec des institutions, des galeries, des différentes structures partenaires. Ce sera à la galerie Clémentine de la Ferronnière, autour de George Hallett, dont tu vas nous parler à l'instant, Home on Exile. Voilà, et on est aussi vraiment très 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 enthousiaste à l'idée de cet écho. Je te passe la parole. Merci beaucoup Eva, et merci Alicia et Florence. Je dois dire que je suis contente qu'on soit ensemble parce que j'étais la stagiaire à Afrique en Création, donc à la fin des années 90. Et en fait, c'était à cette période où j'ai commencé à écrire mon mémoire sur Gérard Sekoto en 97. Et la raison pour laquelle j'ai fait ma recherche sur lui, c'est que j'ai visité une exposition au Centre Pompidou en 97 qui s'appelait Made in France, 1947-1997, 50 ans de création en France, qui était une exposition d'artistes étrangers qui avaient établi leur atelier à Paris. Et naïvement, je suis allée voir l'exposition parce que dans ma famille, on a connu Gérard Sekoto, donc ma sœur qui est ici en face, et moi, donc j'avais 12 ans, elle avait peut-être 11 ans. Nous sommes partis, une amie sud-africaine nous a amenés chez Gérard Sekoto. Alors nous, on nous trimballait un peu partout, donc on y allait, on suivait les anciens. Et en fait, il se faisait expulser de là où il habitait. Et à donc c'était en 83. Et ensuite, il est réapparu dans notre vie. Et à ce moment-là, à la fin des années 80-88, il y a eu une première monographie qui a été publiée sur lui, qui s'appelle Gérard Sekoto, publiée par Barbara Lindop. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, ce peintre qu'on a connu, ce vieil homme qui venait à la maison et qui nous regardait danser le bikutsi, donc notre danse camerounaise, était en fait un peintre important. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur lui. Donc ce qui a été intéressant, c'est que en travaillant sur Gérard, donc j'ai appris qu'il a commencé à peindre en Afrique du Sud à la fin des années 30. Donc il quitte l'Afrique du Sud en 47. Et donc c'est très important en fait le choix de cet autoportrait, donc qui est daté de 1947, qui est en fait un portrait où il peint à une époque où en fait il arrive presque aux limites de ce que pouvait lui apporter la scène sud-africaine, sachant qu'il est parti avant l'établissement de l'apartheid, mais il y avait déjà des discriminations raciales, bien sûr. C'est un des premiers artistes c'est un des premiers modernistes africains et sud-africains qui a notamment apporté un changement dans la peinture sud-africaine qui était inspirée de traditions hollandaises et anglaises, donc notamment le paysage, parce que bien sûr il y avait ce mythe de la terre vierge, il n'y avait personne en Afrique du Sud quand les Blancs sont arrivés, donc c'était la flore et la faune, et puis les Noirs étaient représentés vraiment en tout petit comme les animaux, et en fait Gérard Sekoto fait partie des peintres qui ont vraiment donné une dignité à la figure noire en peinture à la fin des années 30. Et qui d'ailleurs était acheté par des collectionneurs blancs. Donc, un des points intéressants par rapport à sa pratique, c'est que finalement il représentait la communauté noire dans les lieux où il a habité, dans District 6 à Cape Town, avant ça Sophiaton à Johannesburg, et puis le portrait que vous connaissez tous maintenant a été réalisé à Eastwood, donc un des townships de Pretoria.
Et c'est vraiment, donc il a connu une carrière, il était acheté par des collectionneurs blancs notamment, mais aussi je dirais des collectionneurs juifs, mais qui étaient alliés en fait à la cause contre l'apartheid, enfin ce qui n'était pas encore, mais qui étaient beaucoup plus ouverts puisqu'ils venaient, ils avaient connu, voilà, on sortait de la, enfin voilà, plus ou moins lui, il est parti après la Seconde Guerre mondiale, mais bon, voilà, il y a des exilés juifs qui sont allés en Afrique du Sud. Donc il y avait une sorte de solidarité, en fait, et il a été soutenu par des peintres pour lui-même dans sa pratique. Et il part à un moment où il a déjà une maîtrise de sa pratique, et on le voit dans l'autoportrait qui est très assertive, comme on dirait en anglais. Donc il s'affirme, c'est pas, il n'y a pas de question de misérabilisme, c'est vraiment, il part comme un peintre qui a exposé en Afrique du Sud, et en fait, étant donné qu'il a connu, avant qu'il devienne artiste, Ernest Mancoba, donc, dont Alicia a fait une exposition en 2019. Ernest Mancoba, en fait, l'a encouragé à venir à Paris, à vivre la bohème. Et donc, il vient vraiment, en fait, presque pour conquérir le monde, en fait, et pour faire cette expérience de Paris. Bon, les deux ont des expériences très dures, mais ce qui est intéressant, en fait, pour moi, et dans le dialogue avec Alicia, c'est qu'en fait, je me rappelle, en 2018, je crois, on était devant Raw Material à Dakar, et tu parlais, donc tu travaillais sur l'expo Ernest Mancoba, et peut-être que tu as lu ce que j'avais écrit, justement, un essai où je parle de ce lien entre Ernest et Gérard Sekoto, et voilà, je ne sais pas que dire de plus, mais en gros, oui, on a... Ah oui, j'aurais dû faire défiler mes images. Et donc voilà, en fait, c'est une image de Gérard Sekoto prise en 1988 à la maison de retraite des artistes où il habitait. Et en fait qui est un lieu où donc après qu'il ait été expulsé, un ami de notre famille, Abdou, donc je tairai le nom de famille parce que c'est un activiste et il a quitté son pays d'origine pour se cacher, en fait lui a trouvé ce logement parce qu'il vivait dans une situation vraiment très précaire, et donc il était à Nogent-sur-Marne, nous on habitait à Saint-Mandé, enfin dans le 94, donc il y avait juste à traverser le bois de Vincennes, et donc il venait chez nous, et là en fait, en l'occurrence, je pense que j'étais là quand cette photo a été prise, qui est une peinture intitulée Homage to Steve Biko, et qui montre aussi qu'il était, même s'il n'est jamais retourné en Afrique du Sud, il était toujours très au fait de l'actualité sud-africaine, et il y avait une sorte de... Enfin voilà, il était très conscient, et n'était pas vraiment... ne militait pas autant que d'autres, mais il avait quand même un positionnement politique, en fait, par rapport à... Ouais. Pour parler, en fait, je crois qu'on a parlé un peu de... Enfin, j'irai rapidement sur comment dire, la visibilité en fait des modernismes africains et notamment sud-africains dans la scène occidentale. Donc là, je montre une image d'une exposition donc, qui était à la fois une vente aux enchères d'œuvres de modernes sud-africains, et mon travail en fait en tant que historienne de l'art était à la fois porté sur Gérard Sekoto, quand j'ai fait ma maîtrise, mon mémoire de maîtrise, et puis j'ai continué après DEA, ce qu'on appelle maintenant Master 2, et récemment j'ai fini ma thèse sur George Hallett, dont la fille est présente aussi dans la salle, qui a documenté l'exil sud-africain, dont les exilés qui étaient basés à Paris. Et donc j'ai prêté ces œuvres de Gérard Sekoto, où on voit... Enfin, la photo de George Hallett où on voit Gérard avec la peinture qui était en prêt à Bonhams, à Londres en 2010, et puis à côté Gérard à la maison de retraite des artistes. Et je me rappelle être là en fait quand la photo a été prise avec ma sœur aînée en fait qui a amené dans notre cercle familial tous ces exilés sud-africains et qui m'ont inspiré, et bon voilà, qui ont été
qui vivaient dans des situations très précaires et qui ont été vraiment marginalisés de la scène artistique parisienne, tout comme Mancoba. Voilà. Et j'ai mis un détail autoportrait de George Hallett, qui était un photographe sud-africain, donc avec les classifications racistes de l'apartheid, il était considéré colored, donc il avait donc du sang indien, anglais. Maïmouna, tu pourrais en dire plus, mais voilà, il avait tout un mélange d'identité, mais il a quitté l'Afrique du Sud. Une des raisons, c'est qu'il a vécu aussi des sortes de discrimination, et donc il a vécu à Paris, dans les Pyrénées, à Londres, dans les Pyrénées, et Amsterdam, et puis ensuite à Paris. Donc, je vais m'arrêter là. Mais, voilà. Merci beaucoup, Christine. Je vais te reprendre ce petit objet. Je te remercie. Alors, je vous propose de poursuivre en passant la parole à Barbara Prezo-Stevenson, puisqu'on a déjà évoqué son travail à 2 reprises. Voilà, exactement. Oui, voilà, vous avez un micro, très bien. Quelques mots de présentation également. Il est prêt à l'emploi. Voilà. Donc, Barbara, vous êtes née à Port-au-Prince et vous vivez et travaillez aujourd'hui entre la France et le Canada. Je commence par vous présenter par une citation pour varier un petit peu les présentations. Mon travail s'inscrit également dans un certain discours esthétique caribéen à travers mon exploitation consciente de ce qu'on appelle l'art naïf par l'intégration directe et réelle d'objets du culte vaudou. Tout cela renforce mon besoin d'exprimer un certain sentiment primitif dans lequel mythes et rites ancestraux coexistent. C'est une citation ici d'un ouvrage Paris Connection qu'on a cité dans le catalogue de notre exposition Paris Noir, dont je fais aussi ces petits liens et j'en profite pour vous parler du catalogue de l'exposition qui est aussi un endroit important de notre travail et dans lequel vous avez déjà 30% d'artistes en plus que dans l'exposition qui sont présentés, donc c'est important pour nous puisque comme on vous l'a dit, on aimerait, et c'est pas qu'on aimerait, c'est qu'il faut faire encore davantage de travail et le catalogue à ce titre est tout de même un objet important. Barbara, après avoir suivi des études à l'École nationale des arts de Port-au-Prince et à l'Université d'Ottawa, vous êtes établie à Paris au tournant des années 90. Vous avez entrepris un travail de recherche sur les systèmes d'écriture en Afrique, explorer la signification des VV dans le vaudou haïtien, notamment. Vous avez été très active, Florence en a parlé aussi, au sein de la communauté caribéenne. Vous avez rassemblé autour de vous de nombreux artistes et intellectuels de la diaspora haïtienne. En 92, vous avez participé notamment à une exposition à l'Espace Electra, La rencontre des deux mondes, vue par les Haïtiens, 1492-1992, initiée par le commissaire d'exposition et écrivain Jean-Marie Drault. Vous avez également été invité à la première Biennale de Dakar et aussi invité par Delia Blanco, à qui on pense très chaleureusement ce soir, dans le cadre de l'exposition universelle de Séville pour une exposition qui s'appelait Paleta Mestiza. Vous avez aussi été invité par un autre artiste très important au sein de Paris Noir, Raymond Saunders, à San Francisco, dans différents contextes, et notamment pour cette grande exposition Paris Connections, qui est aussi très importante pour nous, aux côtés d'autres artistes caribéens et africains. Je vais vous passer la parole, il y aurait encore énormément de choses à dire, notamment peut-être pour parler de cette œuvre qui est présente dans Paris Noir et dans le parcours, dans une section autour des rites et mémoires de l'esclavage. Je vous laisse nous en dire un mot et aussi dire ce qui est votre pratique aujourd'hui. On en a discuté toutes les deux en préparant cette table ronde et celle à venir du colloque, et vous me faisiez la remarque tout à fait pertinente qu'il était bien de revenir sur des temporalités historiques de votre travail, mais qu'en tant qu'artiste, il était aussi très important que ces moments d'échange permettent de parler de là où nous en sommes. Je vous passe la parole. Alors, je remercie Alicia et toute son équipe parce que cette exposition est attendue depuis toute une vie pour moi. C'est une exposition dont nous avions rêvé, nous l'avons rêvé, nous en avons discuté, mais ça fait des décennies
parce que nous attendions ce moment où cette histoire serait racontée. Et Florence Alexis, elle peut en témoigner. En fait, quand tu parles, quand tu dis que c'est une lutte, c'est vrai que cette exposition vient couronner tout ce travail, toutes ces expériences en fait rassemblées. Alors, je pense à la présence des femmes haïtiennes dans cette exposition. Je pense à 2 femmes, je pense à Luce Turnier. Je pense à ce dernier dîner chez Luce. 1993. Et je pense aussi à Toto Vicente. Et donc je suis très heureuse de voir la place qu'elles occupent dans l'exposition. Et pour revenir à cette œuvre, l'arrestation de la reine Anacaona, c'est une œuvre qui a été réalisée en 1992 pour spécifiquement l'exposition La rencontre des 2 mondes, qui a fait le tour du monde littéralement et qui a voyagé à travers les continents, dont Florence était l'une des commissaires avec Jean-Marie Drault. Pensez aussi à ce personnage qui était un grand fervent du travail, de la pensée d'André Malraux sur l'art et sur l'art haïtien en particulier. Il a beaucoup défendu la vision de Malraux sur l'art haïtien, sur le travail des artistes haïtiens. Et donc cette œuvre a fait le tour du monde. Et puis, au bout de 10 ans, elle s'est retrouvée dans une caisse et on ne savait plus où elle était. Et donc, c'est aussi l'histoire d'une restauration, parce qu'il y a 2 ans de ça, Florence Alexis commence à me reparler de cette œuvre. Sauf que ça fait 30 ans. Et pour un artiste contemporain, de lui demander de retravailler sur une œuvre d'il y a 30 ans, je n'étais même pas sûre de retrouver cette alchimie avec cette œuvre. Parce qu'aujourd'hui, je fais du multimédia, je fais des performances, je travaille, je fais des installations, j'ai d'autres médiums. Et en fait, ça a été le miracle. Parce qu'au moment où j'ai accepté de restaurer cette œuvre et que j'ai mis la main dans le cambouis et que j'ai travaillé avec les pigments de l'époque, parce que c'est formidable. Et là, la magie a opéré. Voilà. Et donc, je remercie aussi Florence de m'avoir donné cette occasion de me reconnecter sur cette œuvre de jeunesse qui, avec toute sa fraîcheur, toute son innocence, et voilà. Merci. Bien sûr, Florence. Je veux bien ajouter un tout petit mot, Barbara, parce qu'effectivement, c'est un bon exemple de l'expérience chaotique dans laquelle nous traversons tous autour de cette création. Je vais dire quand même un mot de Haïti 500 ans, qui s'appelait à l'origine La rencontre des 2 mondes, qui s'est appelé ensuite Haïti 500 ans, parce que ça aussi, ça rejoint Paris Noir. Bon, Jean-Marie Drault était un personnage extraordinaire que vous n'avez pas connu, mais que nous avons eu la très grande chance de connaître, qui est historiquement un des grands hommes de la télévision française après la guerre, et qui a réalisé tous les grands documentaires sur l'art, notamment toute l'histoire de l'école de Paris, en interviewant les artistes encore vivants après la guerre. Et si vous n'avez jamais vu les Heures chaudes de Montparnasse, je vous recommande de voir cette série. Mais l'autre passion de Jean-Marie, c'était la création haïtienne,
qu'il a adoré, qu'il a accompagné toute sa vie, et il a passé tous ses Noëls en Haïti à partir des années 70. Et donc, en 1992, l'Europe décide de célébrer le 5e centenaire de Christophe Colomb. Vous imaginez l'état d'esprit de l'autre côté de l'océan. Donc en Haïti, dans les Amériques, sud, nord. Et là, Jean-Marie, comme toujours, on va dire, iconoclaste, hein, parce que c'était un vieil anard au fond, hein, me dit, mais écoute, c'est très simple, on va demander aux Haïtiens de nous raconter la vraie histoire. Et c'est comme ça que nous sommes partis dans cette aventure d'Haïti 500 ans, qui a également le mérite de mélanger tous les types de créations qu'il y a en Haïti. À la fois la peinture savante, avec des artistes comme Barbara ou Édouard Duval-Carrier, qui ont été formés dans des écoles d'art, mais également la peinture populaire, qu'on dit primitive d'un mot que je déteste, naïve encore pire, hein, mais disons la création populaire qui est, comme vous le savez, extrêmement vivace en Haïti, qui se renouvelle. Et puis, évidemment, la peinture vaudou, comme des gens comme Hector Hippolyte, etc. Et donc là, vous avez plusieurs générations et plusieurs techniques qui se sont rencontrées. Et on n'a pas accepté, disons, les découpages et les séparations qu'on avait voulu introduire dans la création haïtienne. Donc c'est une belle aventure. Et ça nous a permis donc, de la représenter au Panthéon l'année dernière. Donc Barbara l'a restaurée et ça vous permet de la voir aujourd'hui. Donc on se repasse la balle chaque fois. Merci Florence. Ah, oui, j'allais, voilà, c'était la... Oui, on va saluer les ancêtres, on va saluer Anacaona. Alors Anacaona est un personnage absolument extraordinaire, qui est très célèbre dans la Caraïbe, elle est très présente dans la culture populaire. Il y a des chansons, il y a des danses, il y a des tableaux, comme vous le voyez, il y a énormément de récits, y compris des récits historiques. Anacaona est la souveraine amérindienne que trouve Christophe Colomb en arrivant sur l'île qu'il va appeler Hispaniola, que les Français appelleront Saint-Domingue et que les Haïtiens ont dénommé Haïti de son nom amérindien. Donc c'est le nom de l'île, Haïti, c'est le nom que l'île porte quand la reine Anacaona vit en Haïti et voit les Espagnols débarquer. Elle a, avec des moyens, on l'imagine, très modestes, essayé de résister à la pénétration des Espagnols, qui, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, a été d'une extrême brutalité. Et elle a essayé de faire de la diplomatie. Elle a accueilli, non pas Christophe Colomb, mais Nicolas Ovando, qui était le lieutenant de Christophe Colomb, au moment où Christophe Colomb, lui, rentre en Espagne pour rendre compte de son premier voyage, puisque c'est là où il a touché terre pour la première fois, hein, c'est en Haïti. Et pendant un dîner qu'elle donne en honneur de Nicolas Ovando et de toute la suite espagnole, entourée de toute l'aristocratie amérindienne, Taínos, elle est faite prisonnière, toute l'aristocratie taïno est exécutée sur place, et elle est emmenée en captivité, elle va être, je crois, pendue. Et c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Barbara a voulu représenter l'arrestation de la reine Anacaona au moment de la conquête espagnole. Et c'est évidemment, au-delà même de l'histoire des Africains déportés dans les Amériques, c'est un salut également au génocide amérindien qui a été, je dirais, le prologue de toute l'histoire qui va suivre. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Je poursuis en vous présentant Anthony Ramos. Alors, là aussi, c'est dense. Tony Ramos, vous êtes né à Providence, Rhode Island, aux États-Unis. Vous vivez et travaillez à Eyguières et vous êtes une figure pionnière de l'art vidéo, un artiste, un enseignant américain d'origine capverdienne. Et vous incarnez une position artistique singulière au croisement de la performance, de la théorie des médias et de l'activisme.
Vous vous êtes formé à l'université à la Southern Illinois. Vous avez obtenu une maîtrise en beaux-arts au California Institute of the Arts, où vous avez été l'assistant d'Alan Capro. Et dans les années 70, vous avez adopté la vidéo comme médium privilégié. Une pratique de la vidéo reflétant une démarche critique et réflexive sur le rôle des médias de masse. Vos premières vidéos en noir et blanc sont des performances très physiques, directes, face caméra, dans lesquelles vous avez privilégié l'endurance corporelle. C'est une période où vous êtes aussi consultant vidéo, important, auprès d'organisations internationales telles que les Nations Unies et d'autres. Et vous collaborez avec des figures emblématiques de l'art, Nam June Paik, Joan Downey. Dans les années 70 et 80, ce sont de nombreux voyages en Europe, en Afrique, en Chine, au Moyen-Orient, et des vidéos essayistes, expérimentales, qui vont capturer des moments cruciaux, tels que les décolonisations portugaises au Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, notamment. Établi à Paris, à partir des années 80, vous allez aussi contribuer à la diffusion de l'art vidéo en enseignant à l'American Center. Et vous étiez invité en 83 aux Journées internationales de l'audiovisuel du Centre Pompidou. Voilà. Je vous passe la parole. Tony, on a cette œuvre qui, dans l'exposition, dans le parcours, arrive dans un moment qu'on a intitulé « Affirmation de soi », qui est, dans la chronologie de l'exposition, un moment qui est la fin des années 70, enfin le milieu des années 70, le début des années 80, peut-être nous décrire ce qu'avait été le geste, l'intention de cette vidéo, pour commencer. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur. Allô? Il marche? C'est un honneur d'être ici. Merci. Ici encore, le Centre Pompidou. Cette vidéo-là, c'est une des premières vidéos qui utilisait deux channels. Et le discours aux États-Unis, c'est vraiment la base des choses, c'est l'esclavage. Et les Américains sont en maladie de racisme, le noir et le blanc. Toute la conversation, c'est toujours le comédien dans la télévision, par exemple, dit le noir dit tu sais, le blanc il marche comme ça, et le noir il dit regarde, c'est blanc, il mange des frites, quelque chose comme ça. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Et beaucoup des Américains qui arrivent, les Noirs américains qui arrivent ici, ils ont what was the word I used before? Un soulagement. Et un soulagement d'être ici en Europe, la France, parce que la conversation, c'est une conversation universelle. Ce n'est pas toujours cette base des esclavages et de couleurs. Et donc, moi, j'ai quoi, ça c'est 1964 que j'ai commencé cette vidéo-là avec ma femme à le moment. Et croyez-moi, à cette époque-là, elle est Scotch-Irish, irlandaise, elle était vraiment un problème aux États-Unis. Mais Cap-Vert, la terre de mes ancêtres, elle est découverte en 1964 par un Italien qui s'appelle Antonio Danoli, qui travaille pour le Portugais. Et j'ai fait beaucoup d'histoires des Portugais, parce que le début de l'Europe et le reste du monde, c'est le Portugais qui créait la première étape. Et quand il arrive aux États-Unis, en 1460, il n'y a personne. Et donc, je suis un produit de la Renaissance et ce mélange des choses, de l'Europe, des Africains, des Indiens, tout le monde passe entre Cap-Vert parce qu'il est juste là, au large du Sénégal. Et même moi, quand j'ai grandi, j'ai aucune idée. Il y a des clubs capverdiens, on mange des couscous, des jagacides, des choses, mais c'est tout. Et j'ai même pas parlé de langage.
Et même maintenant. Et ça, c'est une des choses que je regrette. Je parle français, je ne parle pas capverdien. Donc, quand j'ai fait cette vidéo et installation, c'est le droit civil, la guerre des droits civils chez nous est en rage. Et ça, c'est un effort de créer l'information réelle, parce que si on attend le soundtrack, le son, c'est la musique capverdienne et l'histoire de l'esclavage des Portugais. Il parle de 50 millions d'Africains, des gens africains qui sont importés d'Afrique vers le Brésil, vers l'Afrique du Sud, etc., etc. On attend ça. Ça, c'est le son derrière cette image de moi et ma femme qui exchange de couleurs. Ça s'appelle Black and White in Color, noir et blanc en couleur. Et commence en couleur. C'est la première vidéo en couleur. À cette époque-là, c'était Sony portable, un demi-pouce. Un demi-pouce. Et pour cette raison, il y a des problèmes techniques, parce que c'est la première vidéo. Maintenant, tout le monde a les choses dans le téléphone. Et donc, si on regarde, c'est plus que la couleur. Si on regarde le mouvement, c'est comme une danse. C'est comme une danse. Et elle est vraiment féminine, et moi, un peu macho, male à l'époque. Et quand je gratte le poil comme ça, elle est plus... C'est comme le maquillage. Mais moi... Parce que moi, j'étais vraiment plein de rage à cette époque, même toujours, mais... Et donc, quelqu'un m'a dit hier, il y a beaucoup d'enfants ici, hier, qui regardent la vidéo avec patience, avec le temps. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Parce que ça, c'est la raison de faire les choses, de passer cette information de nouvelle génération qui ne connaît pas rien. Et chez nous, maintenant, ils sont en train d'éliminer toute cette histoire des esclavages, etc. Ils interdisent des livres dans le libraire. Oui, c'est vraiment sérieux maintenant aux États-Unis, parce qu'ils veulent Make America Again. Ça veut dire qu'il faut retourner dans l'époque où les Noirs et des Indiens, des Latinos, ils connaissent la place. Et ça veut dire les gens oppressés. Et donc, ça, j'ai fait beaucoup de vidéos à cette époque-là. Mais ça fait des années. Moi, je suis un peintre maintenant. Malheureusement, je n'ai pas la photo de mon travail. Quoi? Oui. Oui. Tu parles de la technologie de l'image et de la vidéo. Oui. Et tu vas arriver à la À la peinture. Oui. Beaucoup de gens ils font l'inverse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant ou plus tard, je ne sais pas qui décide. Oui. C'est important. Ouais, ok. Ouais. Donc, j'ai fait des tableaux maintenant avec des images. George Floyd, par exemple. George Floyd, c'est l'Africain qui est assassiné par la police avec le genou sur son cou. Oh, ça. Et donc, j'ai fait de grands tableaux de lui et beaucoup des autres qui sont assassinés par la police. Et autour, j'ai écrit la loi qui a créé les esclavages chez nous. Parce que j'essaie d'expliquer des jeunesses. Les choses, il n'arrive pas comme ça. On capturait des fermes, des gens qui travaillent dans le paysan. Ils arrivent, ils sont des esclaves. Les choses, ils ne marchent pas comme ça. Il a créé la loi pour être légal. Il faut être légal, la loi. Et là, toutes ces lois, ils ne sont pas de conversation. Comme on arrive de créer ce monde
de racisme, des esclavages, des haines, etc. Pour moi, c'est vraiment important. Et ça, cette vidéo-là, c'est de sorte de ça, de montrer que nous sommes tous êtres humains. Mais derrière tout ça, il y a ce problème de haine, de racisme, etc., etc. Merci beaucoup. Et je précise aussi une chose. Oui, non mais. Qui est que cette œuvre fait partie des collections du musée. Elle a été acquise en 2015 par le service des nouveaux médias. Voilà. Et par ailleurs, cette question de l'arrivée à la peinture, je l'ai beaucoup regardée pendant le montage plusieurs fois. C'est tout de même déjà un geste pictural hein, aussi, quand même, cette pièce. Hein. Effectivement, une gestuelle picturale. Et en effet, les enfants étaient captivés hier soir, y compris ma fille, par ce travail. J'étais très heureuse qu'elle voie ça. Ernest, du coup, et vous avez été patient, à vous la parole. Je vous présente également, vous êtes né à Bouaké en Côte d'Ivoire. Vous arrivez en France, je le précise, dans un contexte qui est celui des accords de coopération franco-ivoiriens. On a un texte dans le catalogue de Cédric Vincent qui revient sur ce moment et j'espère qu'on en parlera. Ouais. Cédric Vincent écrit des trajectoires d'artistes qui se passent à l'ombre de la France-Afrique. On en reparlera. Vous appartenez donc à cette dernière promotion d'étudiants à être envoyés en France. Votre cursus vous mène jusqu'à l'ENSAD, puis à l'école d'architecture de Paris La Défense. Vous allez parfaire une formation en architecture d'intérieur. Et de Côte d'Ivoire, vous arrivez avec des préoccupations pour les signes, notamment ces signes présents sur les poids utilisés chez les Akans pour peser l'or. Vous allez élargir ce corpus scriptural, intégrer notamment les alphabets Tifinagh et le système Tibidi. Vous êtes très influencé par les textes de l'historien et archéologue sénégalais Cheikh Anta Diop. Et votre recherche en fait, sur les écritures africaines, sous toutes leurs formes, va s'exprimer par la peinture. Vous allez montrer des correspondances et des circulations de signes dans votre travail. Ces signes sont chez vous, et là je vais citer Cédric encore, le sujet même d'un travail faisant de l'Afrique un continent de l'écriture. Nous avons dans l'exposition 2 œuvres, notamment une œuvre intitulée donc, Les Gardiens du Temple, que vous voyez à l'écran, un titre emprunté au roman de Cher Hamidou Kane. Voilà, et je vous passe la parole peut-être pour nous décrire effectivement déjà peut-être cette œuvre, mais aussi j'aimerais bien qu'on revienne sur votre parcours, sur votre arrivée à Paris, sur voilà, différents sujets que j'ai soulevés avec ces quelques éléments biographiques. Merci. Merci à vous. Merci Eva. La parole est difficile parfois. Donc merci Eva, merci Alicia, merci Florence Alexis. Je reviendrai là-dessus. Merci Christine, Barbara, Amos, et merci à l'assistance. Parler de cette œuvre, je pense qu'il est au préalable, elle a souligné, je suis arrivé ici, et elle fait les Beaux-Arts à Abidjan, dans un contexte particulier, d'études où l'école des Beaux-Arts, à l'époque, dans les années 70, la majorité des enseignants, en majeure partie, étaient de la coopération. Et donc, par conséquent, il y avait une sorte de... On avait les programmes, en fait, de l'école des Beaux-Arts de Paris, dans le corpus de l'enseignement. Et donc, moi, je rentre dans cette école-là par le biais du concours. Alors, je vais parler de choses qui sont peut-être un peu intimes, mais pour mieux comprendre le contexte. Quand je décide de rentrer aux Beaux-Arts, par le biais de concours, j'en fais écho à mes parents. On n'est pas trop d'accord parce que les Beaux-Arts, c'est pas très bien. Il ne faut pas faire les Beaux-Arts, il faut faire l'université. J'insiste et puis j'en parle à ma mère. Elle me regarde et puis elle me dit il faut que tu sortes ta parole du ventre. Donc je dis ok, elle me donne l'assentiment pour que je puisse faire les Beaux-Arts.
Donc je décide, je n'écoute pas le reste, je n'écoute pas tous ceux qui sont autour. Les oncles, les tantes qui me disent, mais tiens, tu vas finir comme... bon, pour ne pas dire d'autre chose, il faut que tu ailles à l'université. Donc j'écoute ma mère. Et je rentre aux Beaux-Arts à cette époque-là, dans les années 75. En fait, quand j'arrive pour le concours, j'arrive pour passer le concours, mais je rate pratiquement ce moment-là parce qu'il y a eu trop de tractations, dont je finis par ne pas passer le concours. Mais comme je voulais rester à l'Institut des Arts à l'époque, l'Institut national des Arts, je m'inscris à l'école de musique. Et puis là, je profite pour prendre des cours de soir à l'école des Beaux-Arts. Et puis à ce moment-là, le hasard fait que, tout à l'heure, Florence parlait du fait qu'il fallait remercier les ancêtres. Et à ce moment-là, il y a celui on considère aujourd'hui comme étant l'ancêtre titulaire de l'art moderne en Côte d'Ivoire, Christian Latier. Donc je fréquente l'atelier, je fréquente les Beaux-Arts en cours du soir, et je finis par passer le concours. J'ai fait mes 5 ans de pratique, donc j'hésite entre une formation de peintre, de sculpteur, mais finalement je fais la décoration au volume, comme on le disait à l'époque, qui est devenue après l'architecture d'intérieur. Donc par ce biais-là, en 5 ans, j'obtiens mon diplôme et finalement on fait partie de la dernière vague, puisque la coopération à ce moment-là commençait à vouloir changer la donne, de faire en sorte que ce soit des enseignants formés au préalable par le système des beaux-arts des Ivoiriens, formés au système des beaux-arts à Paris, qui prennent le relais pour donner les cours. Donc moi je fais partie de la dernière vague qui a cette opportunité-là de venir poursuivre ses études. Mais quand je suis aux Beaux-Arts, ce qui m'interpelle, c'est parce que j'avais une connaissance de par la pratique et de par l'enseignement reçu dans le cercle familial, pour ne pas dire autre chose, j'avais comme ça une connaissance des symboles, des signes et de leur interprétation, de leur lecture. Et quand je rentre aux Beaux-Arts, il y a un aspect qui m'interpelle, puisque j'étais en architecture, il y a un aspect qui m'interpelle, c'était comment utiliser ces signes-là pour en faire des décors, en fait. Et donc, je commence ce travail-là d'analyse, je décortique, j'en fais des panneaux décoratifs, ce qui m'amène à faire un diplôme sur ces thématiques de l'usage de ces éléments-là en termes d'éléments décoratifs. Donc, quand je passe le diplôme, alors je vais faire un petit encart. Ce qui m'interpelle, c'est que quand je passe le diplôme, dans cette exposition Paris Noir, il y a l'un des artistes qui est en exposition, qui est Papa Ibratal. Et quand je passe mon diplôme, il est le directeur de mémoire de mon diplôme. Donc, vous voyez, voilà. Donc, il y a ce petit écart dont je tenais à souligner. Et si j'arrive à Paris dans les années 80, 82, mais pas directement à Paris, toujours pareil, comme s'il y avait un sort de quelque chose qui vous empêchait réellement de faire ce parcours. Il se trouve que par le biais de la coopération, je devais intégrer l'école des arts décoratifs. Là aussi, par le fait de soucis de papier administratif, on finit par arriver à Paris, mais l'école des arts déco ne pouvait plus nous recevoir. Donc on nous projette un peu dans les écoles en province. Moi j'arrive à l'école des beaux-arts de Lumini, à Marseille, là où le lieu va faire que je vais constituer d'une certaine manière ma famille. Et je reste simplement une année. Et je décide quand même de dire, il faut absolument que je vienne aux Beaux-Arts, il faut que je vienne absolument aux Arts Déco. Donc je repasse à ce moment-là, puisque j'avais plus ce droit d'entrer, si on peut dire les choses de cette manière-là. Je suis dans l'obligation de repasser le concours des Arts Déco. Je suis admis. Je passe là 3 ans pour obtenir mon diplôme. Et c'est à ce moment-là que se déclenche en moi, en fait, des problématiques qui sont liées
cet usage des signes symboles. Et là, je me rends compte qu'en fait, en réalité, il y avait là le lieu de pouvoir dire autre chose avec ces signes-là. Parce que lorsque je suis au Beaux-Arts à Abidjan, les aspects techniques des apprentissages sont acquis, mais je n'ai pas la bibliothèque historique qui me permet de construire l'histoire. Et j'arrive à Paris, et là aussi, je fais référence à l'exposition Paris Noir. Quand j'arrive, il y a deux jours à l'Expo, ce qui me saute à l'œil véritablement. Quand je vois ce panneau présence africaine, en fait, la mémoire me revient à l'idée que, étant au Beaux-Arts à Abidjan, je n'avais pas tout cet univers de lecture. Le seul univers, la seule approche que j'ai eue tout à l'heure, Eva évoque la question Cheikh Anta Diop, mais la seule approche que j'ai avec Cheikh Anta Diop, quand je suis au Beaux-Arts d'Abidjan, je n'ai pas de lecture. J'ai simplement, à un moment donné, dans un cours de dessin, j'aperçois mon prof de dessin en train de consulter un ouvrage, et c'était Nation Agriculture. Je regarde la couverture, je sors de la salle, je note. Quelques jours après, je vais à la Librairie de France, pour ne pas dire autre chose. Et quand j'arrive, je tombe sur cet ouvrage, je regarde le prix, impossible de l'acheter. Quasiment impossible de l'acheter. Mais je note. Et quand j'arrive à Paris, où je suis face aux Arts Déco, quand j'arrive à Paris, la première des visites que je fais dans des lieux de librairie, c'est Présence africaine. Et là, à partir de ce moment-là, je fais quoi? Je me mets à dévorer tout ce qui va constituer en fait le panneau que j'ai vu à l'entrée de l'exposition. Un piège sans fin. Discours sur le colonialisme. En fait, je constitue ce qui est. Et à partir de ce moment-là, je me repose la question de savoir est-ce que les signes symboles dont je connais la pertinence, est-ce qu'ils sont simplement décors? Ils ne sont pas décors. Ils vont au-delà du décor. Et à ce moment-là, je commence à dire comment reconstituer ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, le modèle Nzassa, qui signifie recomposer les morceaux. Je me mets dans cette dynamique de dire, à partir de ce moment-là, il est important de scruter le motif que tu connais et de créer les ramifications possibles, de voir d'où est-ce que ces ramifications peuvent t'amener. Et donc là va sortir ce que j'appelle les premières démarches qui font partie de ce travail qui est montré le gardien du temple, va sortir les premières démarches de ce que j'appelle de la parole du fleuve à la parole du fil. Le fil étant les éléments de symbole qu'on retrouve dans les tissages. Donc c'est tout ce travail-là qui est en partie montré là avec les gardiens du temple, et puis au-delà du bouclier nubien. Une part historique, on pourrait ensuite en débattre sur les questions de sens que je mets là-dedans, mais c'est la part historique de la démarche. Merci beaucoup. J'ai deux remarques suite à différentes choses qui ont été dites et qui vont permettre de lancer aussi des questions. Et je passerai ensuite la parole au public, mais déjà peut-être des réactions entre nous. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Très bien, bien, très bien. Une première chose, c'est effectivement cette question des relations et des filiations entre des artistes de l'exposition, qui est en partie évidemment quelque chose qu'on connaît, sur lequel on travaille, mais qui s'est avéré en réalisant Paris Noir, un degré d'intensité et de circulation et de densité de ces circulations qui nous dépasse et pour lequel on a encore un travail immense à faire. Et tu le disais, Alicia, tout à l'heure, sur cet appel à la recherche. Enfin, nous, vraiment, un des enjeux au-delà de l'exposition, c'est de pouvoir susciter des vocations de recherche, des travaux monographiques en termes d'exposition, mais aussi en termes de publication. Et effectivement, faire les récits de ces filiations est très important. Et à chaque fois qu'on
qu'on a le temps d'avoir ces discussions, d'aller à l'atelier, de vous rencontrer, de vous parler, on découvre voilà, de nouvelles relations dont on sait qu'elles sont là dans les sciences, mais il faut en faire ces récits absolument. Et ça, je sais qu'on en est tous convaincus sur ce plateau, mais voilà, je le dis là à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole. Oui, j'ajoute juste effectivement l'aspect aussi qu'on a entendu ce soir à travers Christine par rapport à cette idée de produire une archive aussi vivante, c'est-à-dire qu'il y a la recherche universitaire, mais il y a aussi tous ces récits. Et ce qu'on voit déjà avec ce que l'exposition a ouvert, rien qu'avec la publication du portrait de Sékou Touré, c'est qu'on reçoit beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires. Et par exemple, voilà, du cinéaste camerounais Jean-Pierre Bekolo, qui a connu Sékou Touré. Et c'est des figures, là encore, complètement inattendues, parce que c'est un cinéaste, on n'aurait pas forcément imaginé cette transmission-là. Et en fait, c'est vrai que on voudrait vraiment travailler à des dispositifs qui nous permettent de produire cette archive vivante, qui passe aussi par beaucoup d'intimité, des récits familiaux, des choses qui sont de l'ordre de l'intime et qui nécessitent des dispositifs particuliers qui ne sont pas juste effectivement des espaces de publication peut-être universitaires. Et aussi par rapport au parcours d'Ernest, juste parce que effectivement à chaque fois c'est des petites portes qui s'ouvrent, c'est la question aussi de ces lieux, ces fameux lieux, ces associations, puisque effectivement on a parlé de la solidarité entre artistes, mais l'association Vivre de l'âme par exemple, dont tu as été membre aussi à Paris dans les années 80 et qu'on évoque un tout petit peu dans l'exposition à travers d'autres artistes comme Clem Lawson, comme Hassan Doy. C'est vrai que c'est aussi une histoire qu'on aimerait. Il y a encore quelques figures un peu tutélaires qui sont encore vivantes et qu'on aimerait aussi pouvoir rassembler pour entendre des récits autour de ces associations. C'était l'autre remarque que j'allais faire, donc c'est parfait. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que sur cette question, effectivement, des archives vivantes, hein, c'est assez concret. Nous, on s'est beaucoup posé la question, là, qui, d'ailleurs, à l'occasion de ce vernissage, ce moment où on est physiquement réunis, de pouvoir avoir des moyens pour faire des entretiens archivés, gardés, on le fait de façon un peu artisanale, mais on n'a pas pu le faire. Donc ça aussi, c'est un appel à la recherche. Et même très concrètement, moi, c'est vrai que là, ce que je vais demander à ma direction, c'est une armoire dans nos bureaux, parce qu'on nous confie aussi des archives de différentes natures. Et on en a la responsabilité aujourd'hui. Et voilà, il faut qu'on puisse stocker ça dans des bonnes conditions. On va travailler avec la bibliothèque Kandinsky, on va travailler... Voilà, et il faut qu'on crée... voilà, exactement, des entretiens. C'était notre première entrée dans cette question. L'entretien, c'est extrêmement important. Je mentionnais tout à l'heure, grâce à Barbara, qui a très judicieusement rappelé le nom de Jean-Marie Drault, le travail incroyable de Jean-Marie Drault. Mais allez voir ça. Allez voir les Orchestres de Montparnasse. Je sais pas, il y a une dizaine ou une douzaine d'épisodes, ça durait 1 heure. Ça passait à 20h30 à la télévision sur les chaînes nationales dans les années 70. Et de même que le musée imaginaire de Malraux, qui passait tous les samedis soirs à 20h30. Donc je pense que là, et lui-même, quand il a pu filmer les œuvres en couleur, il a refilmé les œuvres en couleur et il a remonté avec les entretiens avec les artistes en noir et blanc et les œuvres en couleur. Je pense que vraiment, sur le travail que vous avez fait sur Paris Noir, moi je suis convaincu que c'est une seconde école de Paris que la France a ratée dans les années 60, 70, 80. C'est mon opinion. Je pense que cette tradition d'hospitalité et d'accueil qui avait eu lieu entre les deux guerres, qui a permis d'accueillir tous ces artistes de toute l'Europe de l'Est qui fuyaient les pogroms et le racisme et l'antisémitisme, de la même manière, nous avons tous ces mouvements artistiques après la Deuxième Guerre mondiale qui, à mon sens, constituent une seconde école de Paris. Simplement, là, la France n'a pas voulu reconnaître. Et donc là, il y a ce travail d'archives qui est absolument capital, je suis tout à fait d'accord. C'est très, très important. Merci Florence. Peut-être qu'on peut ouvrir la discussion dès à présent à vous, cher public. Et voilà.
Oui, j'ai envie de ce soir de saluer les ancêtres. C'est ça l'expression consacrée, je crois. Hein. Il y a eu un choix qui a été fait de mettre à l'honneur des artistes martiniquais qui ont transité par Paris. L'exposition est touffue, il y a énormément aussi de provenance de l'Afrique en transitant par la Caraïbe et allant vers l'Amérique. Il y a 2 personnages qui sont très importants en Martinique, mais par contre qui ont transité par Nice et qui ont influencé les Vohou-Vohou. Donc je pense que les Vohou-Vohou sont présents dans l'exposition. Moi, j'ai pas eu la chance encore de la visiter parce que j'ai fait beaucoup de relationnel devant mes œuvres, mais je n'ai pas, je me suis fait la réflexion, il faut venir au moins 3 fois pour voir cette exposition, tellement elle est dense. Donc un super accueil à cette exposition. Je ne peux pas faire autrement, là. Je suis dans l'émotion, puisque forcément j'ai la chance d'y figurer. Mais je pense à Louis Laouché et à Serge Hélénon, que j'ai personnellement connus et qui étaient des figures majeures de l'art plastique en Martinique, enfin des peintres, comme on disait à l'époque, avec René Corail qui est dans l'exposition. C'était les 3 figures et c'était rare qu'on ait des grosses expositions d'envergure. Donc quand on était dans un milieu comme ça, Foyalais, on avait, je crois que la plus grosse exposition que j'avais vue, c'était une exposition de Mata. Et c'était un événement inoubliable. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire le vœu qu'un jour, je n'ai rien contre l'Afrique, hein, je crois avoir plus d'amis africains qu'antillais il y a aujourd'hui. J'ai vécu dans toutes les sphères, donc j'ai aussi des amis de toute origine, même des indigènes. Parisien. Donc je m'amuse comme ça à vrai caméléon, je passe d'un univers à un autre, mais j'ai quand même ce vœu de voir une exposition consacrée à la Caraïbe, parce que les îles, les Antilles, plus les côtes caribéennes, le bassin caribéen pour résumer, est tellement riche et il y a tellement de choses à faire et on attendait de pousser les murs, mais ça n'a pas marché. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à venir qui pourrait répondre à aussi une invisibilisation de nombreuses années. Voilà. Une petite réaction, annoncer un projet qui aura lieu au Centre Pompidou-Metz, mené par une commissaire qui s'appelle Claire Tampon, que vous connaissez, voilà, qui s'appellera, je crois que le titre est déjà arrêté, Un vent levé, et qui sera dédié précisément aux artistes, voilà, à ces artistes que tu mentionnes. Et on discute avec Claire, qui est aussi, bien sûr, une de nos interlocutrices et qui a aussi eu beaucoup d'intérêt pour le travail qu'on a pu faire et les recherches qu'on a pu faire dans le cadre de Paris Noir. Et je pense qu'il y aura un dialogue aussi entre les 2 expositions. Et voilà, le travail continue et les collègues sont au travail. Et ce sera un prochain rendez-vous attendu. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Miguel. Actuellement, à la Biennale de la Havane, il y a la première exposition de femmes plasticiennes de la Caraïbe qui a été prolongée et qui est encore visible jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais c'est une première. C'est-à-dire que l'idée est là. Je peux rebondir sur... Oui, juste rebondir sur ce qu'a dit Miguel. Tout à l'heure, j'ai dit qu'au Beaux-Arts Abidjan, dans un premier temps, il y avait la coopération qui était là, en fait, avec uniquement des enseignants français, en parenthèse. Et ensuite, il va y avoir cette période de transition qui va peut-être contribuer à la naissance du mouvement Négro-Caraïbe, parce que cette période de transition, c'est les enseignants comme Laouchez et Serge Hélénon qui arrivent et Jansin. Et les noms lui restent. Laouchez retourne à Martinique, Jansin s'installe en Côte d'Ivoire, et les noms restent pratiquement jusqu'à la fin de sa période de pratique d'enseignant. Et ça va contribuer à la naissance du mouvement Vohou, d'une certaine manière. Donc en fait, il y a comme ça une sorte d'histoire qui se crée à ce moment-là. Peut-être que c'est l'arrivée effective de Serge Hélénon, de Laouchez, ça va contribuer véritablement
à donner une nouvelle émission à l'école des Beaux-Arts, surtout en atelier de peinture. Il faut venir visiter l'exposition Paris Noir pour apprendre tout ça. Merci Alicia Nock pour ce moment Paris Noir. Merci Eva, merci à toute l'équipe de curateurs associés. C'est un moment, de mon point de vue, qui est un moment sursignifiant. Quand je vois ceux qui sont en face de nous, plusieurs histoires nous relient. Et plusieurs histoires, des histoires personnelles, intimes, mais également, Florence, tu évoquais les ancêtres. Moi, je ne peux m'empêcher de penser à ce texte de Borges, les précurseurs de Kafka, tous ceux sans lesquels Kafka n'aurait pas été Kafka. Et dans cette exposition, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous sentons. Miguel, tu parles de Laouché et d'Hélénon. Dans la section sur les retours, ils encadrent Ngué Sankara, qui est un artiste vohou. Et donc, ils ouvrent un chemin, une compréhension qui est presque naturel entre ce qui relie les Afriques aux Afriques hors d'Afrique, à savoir ce continent négatif qu'est l'océan. Et j'avais une question à la fois pour Barbara et pour Ernest Doukou, parce que Ernest évoquait ses débuts aux Beaux-Arts d'Abidjan. Il n'a pas dit qu'il a veillé le corps de Christian Latier, puisqu'il appartenait à la dernière génération d'élèves qui, au moment où Christian Latier était là. Et c'est le fil rouge qui vous relie, tous les deux, à mon sens, parce que dans le travail d'Ernest, il y a aussi toujours cette interrogation sur le vaudou, ou en tout cas sur des éléments matriciels qui sont des symboles que l'on peut trouver des deux côtés. Donc, comment vous sentez, comment vous vivez cette expérience? Merci. Alors, merci de rappeler la relation entre l'inspiration vaudou de mon travail, parce que ce n'est pas toujours reconnu par les chercheurs, puisqu'on s'attend souvent à un traitement au premier degré où la relation au sacré est évidente, alors que non seulement moi je m'intéresse au code, au système de signes. Tout à l'heure on a parlé des vévés, mais en fait lorsque je faisais cette première recherche à l'époque, je m'intéressais au système de signes africain et au vévé en tant que comment je te dirais, en tant que je suis partie du générique au spécifique, donc en tant que spécificité caribéenne, mais de cette grande famille, puisque et qui remet en question le préjugé selon lequel l'écriture n'existe pas en Afrique. L'histoire n'existe pas en Afrique. C'est ce qu'on nous a toujours servi, alors que il a été démontré, voilà, et que l'écriture a toujours existé sur le continent, mais que cette écriture n'était pas une affaire de profane, et que dans le contexte sacré, il existe des systèmes d'écriture, et d'ailleurs, certains signes sont présents dans toute l'Afrique, mais dans toute la Caraïbe aussi, et du nord au sud. Donc
Donc je me suis intéressée à ça, à cette période, et aujourd'hui encore, je vais au-delà du signe, des systèmes de signes, des codes, je m'intéresse à la trace. Et de la trace, je vais au geste. C'est ce qui m'amène à tresser les cheveux, à broder, et voilà. C'est une autre forme d'écriture. Merci. Merci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense que, je disais tout à l'heure, quand j'arrive à Paris, je n'avais pas évoqué le nom, mais quand j'arrive à Paris, ce qui va m'interpeller, c'est la Caraïbe, parce que la Caraïbe, à travers des artistes tels que Ernest Breuler, dont je vois le travail avec le mouvement fromager. Et là, à ce moment-là, je vois les éléments esthétiques qui apparaissent dans l'œuvre d'Ernest Breuler, qui font trace avec... tout à l'heure, on parle des ancêtres, mais ça faisait trace pour moi, écho avec Wilfredo Lam. Mais ce que je vais chercher chez Lam, c'est ce que j'appelle souvent, ce que je nomme souvent les essentiels vaudous, en fait. Comment cela apparaît, et à ce moment-là, ça me permet, moi, de comprendre que les signes que j'utilise, paradoxalement, la révélation du sacré qui porte ces signes, me viennent par cette lecture que j'ai à travers l'œuvre de l'âme. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, le continent a toujours écrit, mais l'écriture est restée dans le domaine du sacré, dans le domaine du religieux, du spirituel. Et donc, j'ai tenté plus ou moins de faire des recompositions, ce qui m'a valu d'ailleurs d'aller jusqu'à puiser dans ce que j'appelle une série que j'appelais la Pinta d'attitude, en fait. C'est l'idée de l'oiseau né, en fait, l'oiseau spirituel des Nubiens, qui porte les gardiens du temple. En fait, le gardien du temple, en fait, c'est toute cette articulation de ce moment-là, pour dire qu'en fait, cette histoire d'écriture n'est pas simplement une écriture alphabétique. Je pourrais, dans ce sens-là, citer notre ancêtre qui me vient à l'esprit lorsque j'arrive à Paris. Qui est qui? Qui est Brûlis-Boisbré. Frédéric. Moi, je l'appelle souvent le Papa Sept Soleil. Le Papa Sept Soleil. Parce qu'au-delà de l'écriture, il évoque les questions spirituelles sur lesquelles, jusqu'à présent, il reste beaucoup de silence. Parce que cet aspect-là permet peut-être de révéler en réalité les liens caraïbes, ce qu'elle évoque à travers les VV, des choses qui m'ont interpellé à un moment donné. Et après, je fais le clin d'œil, ce que j'appelle celui qui en fait à un moment me fait le clin d'œil, puisque, pour le nommer, je pense que ça va peut-être un peu froisser Barbara, c'est Jean-Michel Basquiat. Oui, en fait, voilà. Je vous lis sur Facebook. Oui, mais ce clin d'œil, parce que pour moi aussi, c'est pas l'enfant jazz, c'est pas l'enfant graffiti, pour moi c'est l'enfant vaudou. C'est ce qui m'interpelle. Donc je vais aussi là-bas pour aller chercher une forme de narration. Et donc, votre question est très juste, c'est-à-dire comment révéler le spirituel dans ces démarches-là. Et aujourd'hui, dans cette approche qui a commencé avec la question autour de ce que j'appelais la pinta d'attitude. Mais oui, la pinta d'attitude, c'est étudier véritablement comment les Nubiens gardiens des choses ancestrales façonnent encore notre manière de penser l'Afrique aujourd'hui. Merci. Alors là, on est ravis que ce soit enregistré ce soir. Déjà, nous, toujours sur notre obsession matière, on est très très contents. D'autres questions? Sinon, j'en profite pour conclure cette discussion par un petit mot sur l'ensemble de cette programmation qui va nous réunir. Et je remercie très chaleureusement le département Culture et Création, la parole au département Culture et Création notamment, et tous ceux et celles qui ont travaillé avec nous, et Inès Senzler,
qui a organisé cette soirée avec nous, puisqu'on a concocté un programme très riche et qui, encore une fois, est vraiment essentiel pour poursuivre les enjeux de l'exposition. Donc, on espère que vous serez aussi présents et présentes. On a un colloque qui débute demain à 9h ici même, avec un contenu extrêmement dense. Il se poursuit vendredi au musée du Quai Branly et samedi au campus Condorcet à Aubervilliers. On aura ensuite donc des formats, d'ailleurs pas comme ce soir, on a varié les formats. Oui, voilà. Tout à fait. Il y a le salon de lecture le 2 avril, donc exactement dans 2 semaines, même horaire, même salle, et qui poursuit aussi par c'est le salon de lecture autour de Bernard Dadier. Il y a aussi tout un cycle de rétrospectives autour de Sarah Maldoror à partir du 3 au 7 avril. Il y a également des performances en mai. Un moment spectacle vivant autour d'Elsa Wollaston. Exactement. Il y a un après-midi Toto Bissante le 11 mai et une autre soirée autour du féminisme noir le 4 juin. Voilà. Et encore une fois, je vous invite à consulter le site internet du centre pour tous les échos qu'on a déployés dans la ville. J'en ai mentionné un au cours de la discussion, mais ils sont extrêmement nombreux et je pense que tous ces rendez-vous seront transformateurs, nourrissants, reconnecteurs aux ancêtres et augurants, encore une fois, de beaucoup de choses. Donc j'espère revoir vos visages à ces occasions. Je vous remercie pour votre présence, votre attention. Merci encore à vous tous et toutes.